toi, ça fait longtemps que tu es là, tu dois être dans le top 0,001% des experts en France. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années dans le web. Ça existait depuis très longtemps. Simplement, c'était un métier qui était un peu old school. Pendant 5 ans, j'ai adoré ça. Mais j'en avais un peu marre de faire des slides et des fichiers Excel toute la journée. J'allais les vendre à la sortie de l'église pour me faire un petit peu d'argent. Je dis quand même, il y a un peu moins bling bling que ça quand même. J'ai cherché, Ouais. j'ai pas trouvé. J'ai continué à chercher, j'ai pas trouvé. Donc à un moment, je me suis dit, c'est pas grave, je mets mes économies. Vous n'avez plus du tout le boulot d'une agence, donc vous n'êtes pas en relation directe avec ces influenceurs. Bon, Quentin, nous, ça fait 30 minutes qu'on se parle, parce qu'en fait, on est des bons élèves, donc du coup, on était arrivés en avance. Donc du coup, il y a peut-être y avoir des choses qu'on va redire, mais en tout cas, moi, ce qui est bien, c'est que ça m'a fait vraiment mon planning pour cette heure qu'on va passer ensemble. Déjà, je suis hyper content que c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Alors que moi, je connais Cold Square depuis un bail maintenant. Je pense que je vous avais connu, je crois que tu avais fait une OP ou un podcast avec ma pote Caro Mignot, non? Tout à fait. Je suis passé sur son podcast, son super podcast, que je recommande. Marketing Square, du coup, super épisode. Vous pourrez l'écouter, mais après avoir écouté celui-ci, évidemment. Donc en plus, tu es entrepreneur à Bordeaux, donc tu vas également intégrer le Poney Club on fait une prochaine soirée la fin juin. Normalement, ça devrait être une. Il paraît que c'est The Place to Be, ouais. Si t'es dispo. Et écoute, franchement, on va balayer le monde de l'influence et de l'internet et des internets de 2010 à aujourd'hui. Donc on a quand même un peu du pain sur la planche. Tout un programme. Parce que toi, ça fait longtemps que tu es là, tu dois être dans le top 0,001% des experts en France là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis très content de t'avoir. Et l'intro était beaucoup trop longue. Quentin, à toi le micro. Je te laisse Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc tu veux que je me présente ? Vas-y. Écoute, Quentin Bordage, j'ai 43 ans. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années dans le web. Je suis passionné de sport, de nouvelles technologies, des médias, de photos, de plein de trucs. J'ai un parcours un peu particulier parce que je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai joué au rugby en parallèle de mon parcours un peu plus classique. J'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce. Et j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie pendant 5 ans. J'ai adoré ça, mais j'en avais un peu marre de faire des slides et des fichiers Excel toute la journée. Comme je dis, souvent j'en fais toujours beaucoup, mais j'avais une passion pour le sport et les nouvelles techno, et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte qui s'appelait Brand and Celebrities. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est que tu disais, moi je viens d'un truc hyper simple, pas bling bling, Ouais. et j'ai appelé ma boîte Brand and Celebrities. Donc je dis quand même, il y a un peu moins bling bling que ça quand même. Ouais, c'est ça, mais en fait, moi je viens... mon père était entrepreneur, mais c'était avant que je naisse, donc en fait, tu vois, j'ai pas connu ça, mais je pense que j'ai toujours eu un peu cette fibre-là. Assez jeune, j'ai toujours fait plein de projets, je rangeais je nettoyais les jardins des voisins pour gagner un peu de sous, j'allais vendre des châtaignes que je ramassais au Pays Basque et j'allais les vendre à la sortie de l'église pour me faire un petit peu d'argent, etc. Je faisais toujours des petits trucs comme ça, et j'avais toujours rêvé de créer une boîte. Je pense que j'ai fait dans l'école de commerce que j'ai fait EM Lyon, qui est très tournée sur l'entrepreneuriat, m'a aussi conforté dans cette direction-là. Mais je savais pas trop quoi faire. J'avais pas du tout d'attirance pour ce côté bling, comme tu dis, mais moi j'ai toujours une approche très rationnelle des choses, et j'ai été inspiré par une boîte qui s'était créée aux États-Unis, qui était dans ce secteur-là, qui s'appelait Brand Affinity Technologies à l'époque. Donc ils avaient levé des millions, et ils faisaient des photos sur des fonds gris ou sur des fonds verts de sportifs. Alors, aux États-Unis c'est simple, il y a 4 sports, et ils avaient pour idée d'automatiser la mise en relation entre les sportifs et les marques pour faire des campagnes de pub, et d'automatiser ça sur le web. Pour localiser ça aussi, donc tu vois, tu prenais un sportif d'Atlanta pour les gens qui étaient basés à Atlanta, et quelqu'un de New York pour quelqu'un qui était basé à New York, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est chouette, il y a de la techno, il y a du sport, c'est innovant, ça n'existe pas. J'ai fait mon petit BP, et puis j'ai quitté mon job confortable de consultant pour lancer ce truc-là. J'y connaissais rien, et du coup, c'était un peu la face nord, parce que c'est un secteur qui est beaucoup basé sur l'intuition personae, qui existe depuis très longtemps. Mais j'avais une vision fraîche du secteur, et une approche assez rationnelle. J'essayais de disrupter le secteur avec une approche que les gens n'avaient pas eu encore. Et donc j'avais un autre challenge, c'est que je ne savais pas développer, puisque j'avais un background plutôt école de commerce. J'allais te demander si tu avais fait ça tout seul ou si tu avais trouvé un associé, donc je pense qu'on va y venir. J'ai cherché, Ouais. j'ai pas trouvé. Ok. J'ai continué à chercher, j'ai pas trouvé. Donc à un moment, je me suis dit, c'est pas grave, je mets mes économies
pour développer un POC. Donc j'ai fait appel à des petits jeunes qui étaient super forts pour développer un site web, pour sortir une première version. Derrière, j'ai levé des fonds pour m'aider à financer. J'ai commencé à structurer une première équipe. Et puis voilà, donc moi je m'occupais plutôt de la partie commerciale, marketing. Et j'avais une équipe qui s'occupait du développement de produits. Si on revient du coup vraiment à la genèse donc, de Brand and Celebrities, Ouais. toi, tu as ce modèle américain donc, qui est plutôt basé sur les sportifs. Ouais. Et en effet, les sportifs qui sont, encore à l'époque, les premiers influenceurs, encore une fois, dès les années 80, Ouais. les basketteurs de la NBA, les footballeurs américains. Et après, c'est arrivé en France, plus dans les années 90 avec les footeux, parce que bon, tu avais un peu un platoche dans les années 80 ou quoi, mais c'était quand même... T'as eu France c'était la big 98. star, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment France 98 après qui a vraiment démocratisé le fait que les sportifs de haut niveau deviennent eux-mêmes des influenceurs. Et encore, on n'utilisait pas du tout ce mot, On évidemment. n'utilisait pas du Et toi, tout. du coup, c'est cette idée On que parlait t'as... d'égérie, ouais. 2010, on est par là. C'était fin 2010, ouais. Voilà, 2010. Toi, du coup, tu te dis, ce modèle-là, je vais l'appliquer en France. Ouais. Donc, du coup, je suppose que pour faire ça, en fait, il te faut une offre et il te faut une demande. Donc, la demande, regarde, c'est presque le plus facile. C'est toutes les boîtes, tous les annonceurs, que ce soit du Leclerc au McDo à ce que tu veux, tout le monde est un annonceur. Mais le plus dur, c'est la supply. C'est de trouver, du coup... Alors, je sais pas, vous, quelle sémantique vous avez utilisé? Les influenceurs, les talents, C'était les célébrités. Les key opinion leaders, Ouais. comment vous les appeliez à l'époque? À l'époque, on les appelait les célébrités, c'était tout simple. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas que les sportifs. Donc, on a commencé par les sportifs. Donc, genre, t'avais qui on avait des rugbyman, on avait des rugbyman de l'équipe de France qui sont venus faire des shootings photos chez moi. On avait installé des fonds d'écran. Enfin, c'était assez rigolo, quoi. Des navigateurs. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas que des sportifs. Il y avait aussi des célébrités. Et le celebrity marketing, ça existe depuis des centaines d'années, en fait. Tu vois, tu avais Sarah Bernard qui faisait des campagnes pour les poudres diaphanes. Ouais. Tu as des dessins en noir et blanc, des premières publicités. Donc tu faisais appel à la reine d'Angleterre qui était utilisée, donc l'image de la reine d'Angleterre utilisée à son insu pour faire aussi de la promotion de certains produits. Donc ça existait depuis très longtemps. Simplement, c'était un métier qui était un peu old school, où finalement, ça existe encore. Tu as des agents qui vont gérer la relation avec des célébrités et qui vont prendre leur dîme au passage pour un travail qu'ils font et qui doit être rémunéré. Mais nous, l'approche, elle était différente. On se disait, finalement, les célébrités, elles sont faciles à joindre si tu as du business à leur apporter. Donc en fait, construisons un catalogue et une approche rationnelle pour identifier la célébrité qui correspond aux besoins des marques. Démarchons les marques pour leur demander quels sont leurs besoins et les aider à trouver ces célébrités. Et une fois qu'on a trouvé les célébrités qui correspondent, une shortlist, là, on va contacter les célébrités. Ouais, c'est plus facile d'aller voir le sportif en disant on a un chèque de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 selon... C'est exactement ce qu'on a fait. Et donc, ça nous a amené à, tu vois, la première fois où on a eu un gros... Donc, le premier deal, on a travaillé avec une agence pour McDonald's. Ils cherchaient un sportif pour faire la promotion, pour remplacer en fait le community manager de leur page Facebook pendant une semaine. Incroyable. Et donc, ils cherchaient un sportif qui avait une relation, enfin, qui avait un lien avec eux ou qui avait quelque chose à raconter. Donc, on a utilisé notre outil, on commençait à scraper des données ou à remplir des données à la main sur les célébrités qu'on avait identifiées. On tape McDonald's et on trouve un certain nombre de personnalités, dont Jean-Marc Mormec, le boxeur, qui avait été champion du monde de boxe. Ça nous ramène à une autre époque, ça. Et oui, ça pourtant, il y a quelques années. Si loin, non, mais qui avait une actu en plus, parce qu'il avait un match contre Klitschko pour essayer de gagner une ceinture de champion du monde. Il était très bankable, c'était un bon client, il était souvent invité sur les plateaux télé. Exactement. Il était gaulerie. Adorable, plein de choses à dire, un parcours très inspirant. Et il avait été agent de sécurité chez McDo. Incroyable. Et donc du coup, on les met en relation, il y a quelque chose qui se fait et l'opération se lance et ça marche, ça cartonne. On a fait aussi une opération à cette époque-là entre Gerblé, pour tous leurs produits sans gluten, ils cherchaient une égérie qui était intolérante ou allergique au gluten. On tape gluten-free et on tombe sur Novak Djokovic, qui avait fait plusieurs tweets, qu'on avait parlé dans son bouquin, etc., sur le sujet. Et en fait, il disait même que ça avait changé sa vie, que c'était comme ça. Il en parle d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il disait que c'était ça qui lui avait permis de devenir numéro 1 mondial. Par différents moyens, on trouve les contacts de Novak Djokovic, donc c'est difficile de faire plus haut en termes de notoriété à cette époque-là. Et le deal se fait. Et on fait
on fait plein de deals comme ça, d'égérie, on fait intervenir des personnalités sur des événements aussi, beaucoup de conférenciers. Pas besoin de te présenter mon partenaire de cœur, Notion. Et j'ai une grande annonce avant qu'on entre dans le vif du sujet. Et crois-moi, tu vas vouloir l'écouter. Mon partenaire Notion, l'outil qui me sert de second cerveau au quotidien, lance une offre complètement folle pour les nouveaux utilisateurs pro. Jusqu'à 3000 € de crédit offert, oui, 3000 balles. En gros, tu veux structurer ton business, centraliser tes idées, créer un système béton pour ne plus rien oublier, c'est exactement le moment de t'y mettre. En gros, c'est simple, tu cliques sur le lien qui est dans la description de l'épisode, tu t'inscris, tu profites du bonus, simple, rapide, efficace. Et maintenant que ça s'est posé, on peut attaquer. Bonne écoute. Et le business model, c'est il y a un budget et vous, en fait, pour cette mise en relation, vous prenez un fee. Ouais, alors moi, je rêvais de vendre du SaaS. Donc, je rêvais de vendre de l'abonnement en me disant, je crée cet outil, un catalogue, je vais vendre un abonnement aux marques qui auront besoin de ces célébrités. Et en fait, ça marche pas parce que ces besoins, ils sont assez ponctuels, notamment pour des égéries. Quand on fait appel à Novak Djokovic en tant qu'ambassadeur, c'est une fois par an, quoi. Pas éduqué du tout pour ça. En plus, voilà. Personne n'aurait payé un abonnement en ligne pour ça. Et donc, du coup, on se tourne plutôt sur de l'intermédiation. Donc, on n'était pas vraiment une agence, mais on recevait quand même des briefs. On faisait pas la créa, on travaillait avec des agences. Et on prenait effectivement des fees sur les transactions, notamment pour vérifier que tout se passait bien, quoi. Donc, à la fois pour le choix, pour l'accompagnement, jusqu'à la réalisation du jour J. Ok. Donc, il y avait quand même beaucoup d'actions à la main. Comme tu dis, c'était quasiment en fait un boulot d'agence, quoi. Ouais, y compris sur la constitution de la base de données, parce que c'était central pour nous. On utilisait notre outil, ce catalogue, cette techno. Il y avait des données. Pour la techno, elle n'était pas pour le client, en fait. Ouais, alors on essayait de leur montrer, mais ils n'en voulaient pas. Ils voulaient pas payer pour ça, donc on se disait, c'est pas grave, on le développait pour nous. Et on collectait des données de manière automatisée sur Twitter, sur Google, etc. Mais il y a aussi plein de choses qu'on remplissait à la main, quoi. On faisait ça, on prenait des listes, on créait ça de manière automatisée. Enfin, manuel, pardon. Ouais. Donc, ok, mais en fait, c'est un peu comme une agence productisée, quoi. C'est-à-dire une agence, mais qui est SaaSisée en interne, quoi, voilà. limite, quoi. Ok, donc ça c'est les débuts ouais. de Brand and Celebrities. Donc là, il y a plein de deals marrants comme ça, comme celui avec Novak Djokovic, Jean-Marc Mormec pour McDo. Comment ça évolue? Parce qu'en fait, du coup, si je dis pas de bêtises, il y a les premiers influenceurs, justement, pour maintenant un peu voir aussi l'évolution de la sémantique, qui commencent à arriver, je pense que c'est cette époque, 2012, 2013, etc. Peut-être même après. C'est un tout petit peu après, c'est 14, 15, ouais. Et là, comment vous prenez ce virage-là à ce moment-là? Est-ce que vous allez là-dedans ou est-ce que non, vous tracez quand même tout droit? En fait, les premiers signaux qu'on a, c'est qu'on fait des premières OP d'égérie d'ambassadeurs de marque avec des youtubeurs. C'est les premiers influenceurs qu'on voit et qui commencent à être connus dans la vie réelle, mais qui ont des énormes audiences sur les réseaux sociaux. Et il y a des marques qui commencent à faire des partenariats avec ces influenceurs. On commence à se rapprocher d'eux, à mieux comprendre comment ils fonctionnent. Ils sont pas encore ultra connus comme ils sont aujourd'hui. Exactement, la ferme Jérôme. C'est 2011-2012, ça. Ils avaient commencé, effectivement. Il y avait les premières OP, ils faisaient des OP avec Orangina. Je me rappelle d'Orangina, c'était exactement. les premières. Et nous, on avait participé, on n'avait pas fait tous les youtubeurs du truc, mais on avait fait un certain nombre. Qui était canon. Et en fait, là, on se dit, il commence à se passer quelque chose. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur les réseaux sociaux, il commence à y avoir les premières communautés importantes qui se créent. Et il y a des personnes qui ne sont pas connues dans la vie réelle, mais qui sont extrêmement connues sur ces réseaux sociaux et qui vont intéresser les marques. Donc ça, je te dis, c'est plutôt 2014-2015 où ça commence à prendre. Et donc en 2016, on décide de lever des fonds pour accélérer sur notre business historique, qui commence à être assez gros, qui fait plusieurs millions, mais aussi pour lancer ce qui va devenir Call Square, qui est ma boîte aujourd'hui, une offre full SaaS, abonnement, une techno pour faire de l'influence marketing. Okay. Et donc, là, à ce moment-là, je recrute une équipe technique vraiment solide pour développer cet outil spécifique. Là, on a une approche beaucoup plus automatisée. C'est fini, les fiches profils qu'on crée à la main, des données qu'on remplit manuellement. On va vraiment scraper des données de manière automatisée et structurée. Et on va essayer d'avoir une approche exhaustive. C'est-à-dire qu'on va se dire, maintenant, quels sont tous les influenceurs qui existent sur tous ces réseaux pour les mettre à disposition des marques. On essaye de vendre ça aux marques.
Elles nous disent c'est super, les influenceurs, ça commence à être intéressant, mais vous appelez Branded Celebrities en fait. Est-ce que vous avez aussi des influenceurs? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez que des célébrités. Donc on dit qu'on a un problème de marque. Donc on crée une marque spécifique, Call Square, KOL comme Key Opinion Leader. Et là, ça commence à vraiment bien marcher. On a assez rapidement un product market fit. Et voilà, ça commence à décoller. Et donc, on va développer les deux offres en parallèle. Branded Celebrities avec ce métier qui est plus proche du métier d'agence que tu décrivais tout à l'heure. Et Call Square qui est pure SaaS. Full logiciel, quoi. Full logiciel. Mais qui nous prend du coup quasiment toutes nos ressources, tout notre cash et de temps, parce qu'en fait, on est en train d'investir sur le futur. Ça marche super bien jusqu'au Covid. Au Covid, l'activité se ralentit pour beaucoup de gens dans le monde, et notamment pour nous sur la partie célébrité. On faisait intervenir beaucoup de personnalités sur des événements, des séminaires, des conférences. Forcément, il n'y a plus personne qui se rencontre. Donc, ce qui était un peu notre vache à lait à l'époque, ça se trouve vraiment à zéro. La partie influence marketing, Call Square, c'est 8% de nos revenus à peu près. Et moi, je vois que c'est un truc qui est en train de décoller, et c'est ce que je rêvais de faire depuis le début, en fait. C'est vrai que le Covid, ça a accéléré tout ça. Et le Covid, ça accélère la partie e-commerce. Les gens sont chez eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, les audiences augmentent énormément sur les réseaux sociaux. Donc, les créateurs, il y en a de plus en plus et ils ont de plus grosses audiences. Il y a une captivité qui est très forte. Et les gens achètent en ligne. Et en fait, ça a vraiment dynamisé la partie influence. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on va... tu vois, j'ai fait un pivot, quoi. J'ai arrêté et j'ai cédé une partie de l'activité historique de Branded Celebrities pour me concentrer sur Call Square. C'est-à-dire que tu l'as filé à... Je l'ai revendu à une de nos anciennes salariées qui crée sa société pour qu'on puisse se concentrer à 100% sur Call Square. Sur Call Square, donc du coup, full logiciel. Ouais. Donc, là, en fait, il y a un SaaS où les annonceurs peuvent du coup s'abonner. Et Ouais. en fait, ont accès à un pool, un matchage, un matching plutôt. Putain, matchage. J'ai mélangé l'anglais et le français. Un matching en fait de tous les influenceurs de la place. Je suppose pas que en France, en Europe, dans le monde, enfin, quel que soit le secteur. Je suppose que vous avez Insta, TikTok, YouTube. Je sais pas s'il y a aussi Snap. Il y a aussi Snap. On a un partenariat avec X Snap. aussi, peut-être. On a X. En fait, on a les principaux réseaux sociaux occidentaux. Focus B2C. Ah, et Facebook, j'ai oublié aussi. Et Facebook, qui est quand même très très utilisé encore. C'est fou ça. Ouais. Ça, vas-y, on fait une toute petite parenthèse là-dessus. Parce que alors, moi, je n'utilise pas du tout Facebook. Je pense que c'est une connerie énorme. Je devrais, à chaque fois, tout ce que je mets sur LinkedIn ou autre, etc., je devrais également le mettre sur Facebook parce que, en fait, il y a encore énormément d'audience là-dessus. Et la plupart des gens dont je fais partie ont complètement délaissé, alors que ça va, tu vois, c'est pas non plus. Ça dépend. Quoi, tu vois. On a fait, effectivement, alors, et après on parlera plus de la partie influence, mais il y a 3 milliards d'utilisateurs dans le monde de Facebook encore. Il y en a 2 sur Insta, donc tu vois, il y a encore beaucoup de gens. Après, ça dépend quelle est ta cible. Puis les utilisateurs Facebook vieillissent, comme les utilisateurs Instagram. Donc ça dépend quelle est ta cible, mais il y a encore énormément d'utilisateurs. Ce qu'on voit d'un point de vue influence marketing en termes d'usage, c'est que Insta sort vraiment très largement. On a fait une étude en Europe l'année dernière auprès de plus de 500 marques. Et en fait, on voit qu'il y a 89% des marques qui utilisent Insta. C'est le premier réseau social qui est utilisé pour faire des campagnes d'influence. Pour le B2C, évidemment, oui. Pour le B2C. En France, c'est 83% à peu près. Donc, tu vois, on est dans les mêmes ordres de grandeur et c'est de loin le premier. Et après, tu as un tir groupé avec YouTube, Facebook et YouTube, Facebook, et j'ai oublié le troisième. YouTube, Est-ce que Facebook. Ce serait pas X ou TikTok? Non, même pas. Ah si, il y a TikTok, pardon. Avec TikTok, YouTube et Facebook qui sont autour de 60%, tu vois. Okay. Et après, X, ça redescend. Snap, ça descend. Tu vois, Snap, il y a 9% en France, par exemple. Ce que je trouve déjà énorme. Sur en les fait, campagnes. Je suis passé à côté de Snap. Hein. Je suis pas du tout. Je l'ai même jamais eu, en fait. Donc, je sais même pas comment ça marche. Non, mais donc, du coup effectivement, Facebook, très présent. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ça se passe sur Insta. Et il y a un challenger très fort qui est en train de monter, qui est TikTok. Ouais. Ok, et donc vous, en fait, vous matchez ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez en fait à la disposition de vos clients cet outil, mais du coup, aujourd'hui, vous n'avez plus du tout le boulot d'une agence, donc vous n'êtes pas en relation directe avec ces influenceurs. Non, alors les influenceurs,
on a des relations avec eux parce ils se connectent sur notre outil, ils peuvent partager des données, ils peuvent répondre à des demandes de marques. Donc ils ont une interface aussi. Ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Vous n'êtes plus obligé en fait d'aller les prendre par la main, d'aller les démarcher, de passer par un agent pour les atteindre. Non, on fait pas du tout ça. Et nous, on n'est pas aujourd'hui, on n'intervient pas dans le deal qui va se faire entre la marque et les influenceurs. Nous, notre métier, c'est surtout développer cette solution logicielle qui est comme un Google des influenceurs, avec tous les influenceurs qui ont plus de 5000 followers sur ces réseaux. On va collecter toutes leurs données, texte, photos, vidéos. On va enrichir leur profil avec des données sociodémographiques aussi, par exemple pour savoir à qui ils s'adressent, quelle est leur audience, les centres d'intérêt, les langues, etc. Et les marques elles vont utiliser cet outil pour trouver le ou les influenceurs qui correspondent à leurs besoins. Elles vont taper des mots-clés, un peu comme je décrivais tout à l'heure. Tu tapes le nom d'une marque, tu tapes une mention, tu tapes des expressions un peu compliquées, tu vois, des maladies de peau, tu vas trouver des influenceurs qui parlent de ces maladies de peau, donc ça peut intéresser une marque qui produit des crèmes par exemple pour soigner cette maladie de peau. Et donc c'est vraiment hyper précis. Et après tu vas affiner ça sur un influenceur qui parle plutôt à des femmes en région Aquitaine, etc. Ça c'est la première partie de l'outil. La deuxième partie c'est une fois que tu as trouvé ces influenceurs, tu veux rentrer en relation avec eux. Donc c'est comme un CRM. Tu vas pouvoir, tu as une boîte de contact, donc tu vas pouvoir contacter ces influenceurs. Tu as un chat interne. Ouais, c'est ça, mais qui va soit leur envoyer un email, soit s'ils sont connectés, ils vont pouvoir répondre. Vous entendez que l'annonceur paye un abonnement. En fait, il n'y a pas de transaction qui se fait chez vous. Non. Donc en fait, que les mecs trouvent son influenceur et après passent en direct, en fait, vous en fichez parce qu'en fait, vous, le job is done, en fait. C'est grâce à vous qu'il l'a trouvé, donc il est content du logiciel, en fait, quoi. Tout à fait. Alors, on vient juste de lancer une plateforme de paiement, donc qui permet effectivement de gérer la transaction avec ses créateurs. C'est un gros pain, ça, le côté transaction, négociation, machin et tout. Après, du coup, c'est des échanges de mails, de messages. Là, limite, si le prix, il était affiché, que la personne appuie ajouter à mon panier et elle paye, vous êtes le tiers payant un peu comme un Vinted, tu vois, qui garde l'argent tant que la transaction elle n'est pas terminée. C'est vrai que ça peut être cool, tu vois. Voilà, donc nous, ce qu'on fait historiquement, c'est qu'on fournit des indications d'un prix marché pour ces créateurs en fonction de la performance de leur contenu. Okay. Tu vois, du reach, par exemple, des choses comme ça. Ce qu'on vient de rajouter, c'est la possibilité de les payer. Mais tu peux aussi, comme un CRM, tu peux gérer toute la relation avec eux, savoir quel est le nom de leur chien, leur taille de chaussures, qui est leur agent, quand est-ce que tu l'as contacté, ce qui t'a répondu, etc. Donc même si tu as du turnover, tu vois, c'est un stagiaire qui s'en va, tu auras toutes les données qui seront là. Tu peux centraliser ça avec ton compte Gmail, par exemple. Donc voilà, tu as tout ton CRM. Et ensuite, une fois que tu as géré cette relation, cet influenceur, il va rentrer dans un projet, dans une collab, et tu vas avoir une campagne qui va se lancer souvent. Et donc, on va te fournir aussi tout l'outil qui va te permettre de faire le pilotage de cette campagne. Ok. Donc il y a même 3 parties, du coup. Ouais, il y en a même d'autres. La partie sourcing, la partie gestion, négo-paiement et la partie gestion de projet, en fait. Exactement. Et donc là, tu vas pouvoir monitorer tes hashtags, les mentions, etc. Tu as demandé aux créateurs et voir quels sont les contenus qui ont été créés, si ça correspond bien au brief, etc. Mais aussi, en temps réel et de manière cumulée, qu'est-ce que ça donne ? Tu vois, donc, y compris, tu peux synchroniser aussi tes campagnes avec ton compte Shopify, par exemple. Donc, tu vas pouvoir aussi générer des codes promo et vérifier quelles sont les ventes qui sont effectuées en temps réel via ces créateurs, un par un et au global. Et tu arrives à monitorer, toutes les KPI qui intéressent les annonceurs, qui est le nombre de vues, l'engagement, etc. Genre, tu étais branché en API avec Instagram, TikTok et consorts. C'est ça que nous, tu vois, on est en train de faire toutes ces choses-là pour LinkedIn. Le problème, c'est que LinkedIn ne donne pas accès en fait, aux vues et tout. En fait, on est obligé de les truander en fait, pour aller chercher ça. Alors que les autres plateformes donnent ces indications-là. Alors, le diable est dans le détail, ça dépend des plateformes et ça dépend... Je parle d'Instagram, par exemple. Instagram, ouais. Tu as les vues, le nombre de likes. Exactement. En fait, voilà, tu as des données que tu arrives à obtenir, tu as des données que tu n'arrives pas à obtenir via les API, donc tu peux soit chercher à les recréer, soit tu vas chercher à les obtenir directement vis-à-vis des créateurs qui peuvent te partager, par exemple. Voilà, donc et le diable est dans le détail, c'est que la difficulté que tu décris sur LinkedIn, tu l'as multipliée par les plateformes qui ont des politiques totalement différentes sur le partage de ces données-là. Donc c'est ça, en fait, et vous avez
vous avez développé et vous êtes toujours en train d'améliorer, de développer ça, quoi, grosso modo. Exactement. Ça, c'est notre métier, d'être capable de collecter les bonnes données et de les afficher au bon endroit pour que tu puisses, toi, soit faire ton choix de créateur, soit bien piloter le ROI de ta campagne. Ok. Et ces données, on va aussi te donner accès pour avoir une approche plus stratégique sur un autre outil qui est un outil de benchmarking. En fait, comme on collecte toutes les données sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous les contenus de ces créateurs, on est capable de se dire, ok, je veux faire un benchmark sur le secteur cosmétique et comparer ces 10 marques et leur stratégie d'influence et savoir combien d'influenceurs elles sollicitent, qu'est-ce qu'elles ont créé comme contenu, qu'est-ce qui marche, quand, les parts de voix, tu vois, les parts de marché, vraiment une approche média de l'influence. Et donc ça, c'est des KPIs qui sont très utilisés par les directions d'entreprise pour connaître l'impact et l'efficacité de leur campagne d'influence. Parce que toi, vous aujourd'hui, si je comprends bien, vu que vous n'êtes pas alors, quand je dis un petit outil, il y a des petits outils qui font des dizaines de millions, et parce qu'en fait, ils font énormément de volume en termes de nombre de clients. Vous êtes quand même si je comprends bien, quand même un outil qui est quand même dédié aux boîtes d'une taille quand même déjà un peu minimale, on va dire. Alors taille, je sais pas, mais maturité sur la partie influence, Ouais. oui. Parce que je dis souvent, quand tu commences à faire de l'influence, tu n'as pas besoin d'un outil comme le nôtre. Tu commences ton fichier Excel. Tu fais ta recherche sur Internet, sur Insta. Ouais, tu n'as pas besoin tu peux faire ça tout seul, en fait. Tu fais ton petit fichier Excel et voilà. Sauf qu'à un moment, tu vas arriver à une certaine limite. Une fois que tu as prouvé que ça fonctionnait, tu as besoin de passer à l'échelle. Ouais. De sortir de ton premier cercle pour trouver les bons influenceurs. Mais aussi automatiser tes tâches parce que contacter 10 influenceurs, c'est pas pareil que 100 ou 1000. Ouais. Et puis, il faut gérer la relation avec eux sur la durée, etc., etc. Je parle même pas de la mesure de la perf quand tu as 1000 influenceurs. Donc tu as besoin d'outils. Et donc, nous, on s'adresse à cette typologie de marques. Donc, c'est soit des grands groupes, des marques comme Sephora, Decathlon, Shiseido, Netflix, Jaguar, etc. Mais aussi des marques plus petites qui, en taille, en chiffre d'affaires, mais qui sont très, très successful et qui utilisent beaucoup, beaucoup l'influence. Je pense à des marques comme Cézanne, Wopilo, Kabaya, etc. Kabaya, qu'on a reçu également dans le podcast Super Épisode. Ok, oui, mais bon, c'est quand même des belles boîtes. Kabaya, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont à quasi, où ils ont dépassé les 100 millions de chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas une petite PME, quoi. Ouais, après, tout est relatif, mais... Parce que nous, moi, à mon échelle, je me dis, putain, 100 millions, c'est lourd quand même. Enfin, tu vois, mais oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que vous n'êtes pas une boîte pour le CAC 40, mais vous n'êtes pas une boîte non plus. Enfin, voilà. Je sais pas, par exemple, au minimum, les gens, ils dépensent combien en influence par mois, les gens qui sont clients chez vous? Par mois... C'est pas des gens qui dépensent 1 000 € par mois, quoi. Non, au minimum, ils dépensent des dizaines de milliers d'euros par mois. Oui, voilà. Voire des centaines, ouais. Donc, en effet, quand tu as ce budget-là, donc ça veut dire que tu vas avoir besoin de trouver et de monitorer potentiellement des dizaines d'influenceurs. Et en effet, sans un outil, c'est peine perdue. Enfin, moi, je le vois. Du coup, moi, je fais en fait la même chose sur la partie B2B. Parce que moi, du coup, j'en suis à l'étape où je suis encore en train, même si je pense que là, c'est prouvé, que le marché est là, qu'il existe et que le product market fit, quoi. Ouais. Et pour, du coup, maintenant, mettre de la tech au milieu de tout ça. Et moi, je le vois aujourd'hui, en fait, tu le dis, ouais, chaque OP, il y a au moins 37 étapes. Ouais. Donc, quand tu te dis, chaque OP avec chaque influenceur, donc quelqu'un qui me fait une OP avec 50 influenceurs, si tu fais 4 OP à 50 influenceurs à 37 étapes, bon, voilà, je te laisse imaginer, là, ça va être beaucoup trop loin dans les mathématiques pour moi, tu vois. Mais c'est énorme, quoi. Sans texte, c'est impossible. Alors, il te faut une armée de salariés, donc du coup, c'est pas rentable, quoi. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu décris, alors je pense qu'effectivement, on est beaucoup plus en amont de phase sur la partie B2B qui est en train de se développer. Mais la partie B2C, ça commence à être vraiment très, très développé. Et aujourd'hui, je crois il y a une étude qui était sortie là, c'était 2/3 des marketeurs qui prévoient de faire appel à des influenceurs, tu vois, cette année, en 2025. Nous, dans l'étude qu'on a faite au niveau européen, les marques, en moyenne, elles prévoient de dépenser au moins 500 000 € par an, tu vois, sur la partie influence. Donc, c'est en train de devenir un levier très important. Comme un autre. Ouais, et même, c'est plus une queue de budget ou un truc mais comme ça. Mais même plus important, tu vois, la news qui est sortie il y a quelques semaines, c'est Unilever qui dit qu'ils vont dépenser 50% de leur budget pub en influence. C'est ouf. Mais c'est dingo. C'est incroyable. Et donc, il y a vraiment un shift marché. Ouais. Moi, depuis le début, j'ai cette vision de l'influence comme un média, c'est ce que je décrivais tout à l'heure.
Et voilà, et c'est probablement le média le plus puissant du monde parce que il est extrêmement affinitaire. Et la complexité, c'est qu'il est extrêmement fragmenté. Et donc, si tu veux trouver ces influenceurs et les activer efficacement, aussi efficacement que si tu faisais une pub à la télé, et ben du coup, il te faut une techno parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que tu peux pas en faire, encore une fois, sans outils, mais dès que tu veux en faire de manière massive et efficace, voilà. En effet, si t'es bon, sans parler vulgairement, tu feras ton million d'euros de chiffre d'affaires. Mais en fait, après, pour aller au-dessus, ça va devenir un enfer parce qu'en fait, il te faudra une armée. Et en fait, je pense même en fait, peu à peu, tu feras de moins en moins de marge. Et en fait, plus de chiffre d'affaires, mais de moins en moins de marge. Et tu n'auras plus de life, surtout. Donc, en effet, c'est ça, sans tech, c'est pas possible, quoi. Et toi, du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vu cette évolution de 2010 à aujourd'hui, donc quand même sur 15 ans, de l'évolution, on va dire, de l'influence, encore une fois, sur la partie B2C. Je ne vais pas te demander de me faire une dissertation en 3 pages, en 3 parties de ce que tu vois dans cette évolution. Mais là, c'est quoi pour toi, là, c'est un peu la question à $1 million, quoi. Les grandes tendances là, du moment de l'influence, c'est quoi qui est en train de frétiller là, 2024, 2025, 2026 qui est en train de vraiment de totalement changer le game là-dessus, hein. Il y a plusieurs choses. Ouais, il y a plusieurs choses. Moi, je parle souvent de convergence. Il y a une convergence qui est en train de s'opérer entre l'influence et l'e-commerce, les médias en général, mais il y a vraiment une convergence. Donc, ça veut dire quoi ? Tu vois, avec le lancement de TikTok Shop, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais tes recherches sur les réseaux sociaux. Donc, tu le fais aussi maintenant sur les outils d'IA, mais tu le fais sur les réseaux sociaux. Quand tu dis ça, en fait, pour que les gens comprennent, c'est que, en fait, nous, les gens de notre génération, on fait une recherche, on va sur Google. Tu vois, par exemple, moi, ma fille qui a 9 ans, si elle fait une recherche sur ChatGPT. Exactement. Elle prend le portable, elle demande, elle pose et elle le fait à l'oral. Pareil, ça a tapé, c'est has-been apparemment. Ouais. Bref, et par contre, tous ceux qui sont au milieu, en effet, aujourd'hui, ils recherchent une information. Et notamment sur Insta ou sur TikTok. YouTube, en fait, c'est leur barre de recherche. Exactement. Chose qu'on a un peu moins le réflexe, en fait, quoi. Et ce qu'ont commencé à faire les plateformes depuis quelques temps, c'est de développer des fonctionnalités de click to buy. Donc, tu vois, tu peux commencer à acheter. Il y a eu des partenariats entre Snap et Amazon, par exemple. Tu vois, tu pouvais scanner un produit et le retrouver automatiquement pour l'acheter, etc. Et là, on atteint encore un autre niveau avec TikTok Shop. Donc, tu as vraiment une convergence qui est en train de s'opérer là-dessus et qui est hyper intéressante. Et qui s'est accélérée avec le Covid. Tu en parlais tout à l'heure. Pendant le Covid, les gens se sont mis à acheter de plus en plus sur Internet. Donc, ça, c'est une vraie tendance dans les usages, mais aussi dans l'évolution des technologies, notamment les nôtres, parce qu'il faut faire converger ces choses-là. Donc, je te parlais tout à l'heure de connexion avec les outils d'e-commerce, les Shopify, par exemple. Et même dans le tracking, parce que des pains principales de tout le digital, mais de tous ces outils marketing, c'est de mesurer le ROI, le retour sur investissement de tes campagnes. Si tu fais une campagne et que tu n'as pas de manière de vérifier ce qui s'est passé en termes de vente, par exemple, c'est compliqué de prouver ton ROI. Donc, les outils, nous on calcule des indicateurs pour le faire, mais c'est des équivalents médias, donc c'est l'approche publicitaire traditionnelle. Aujourd'hui, si tu es capable d'aller traquer la vente via un lien traqué, via un code promo, etc., c'est beaucoup plus puissant. Et ça fonctionne, donc comme ça fonctionne, derrière tu peux remettre du budget et accélérer, et c'est toute une économie qui se développe comme ça. Donc ça, c'est une tendance très forte. La deuxième tendance, c'est, comme c'est un secteur qui est assez jeune, c'est la régulation et la structuration de ce secteur. Et ça, donc on l'a vu en France avec une loi influence qui est sortie 2023, 2 ans, 1 an et demi, c'est bientôt 2 ans. C'était juin 2023, 2 ans maintenant. Et en fait, c'est vraiment une tendance mondiale, beaucoup européenne, mais mondiale, qui est en train de se développer, avec une recherche d'authenticité de la part des créateurs et des collaborations, une recherche de transparence. Donc ça, c'est plus de la déontologie, mais aussi beaucoup d'aspects éthiques sur, finalement, tu te rends compte du pouvoir de ces créateurs. De fou. En général, mais donc quand ils vont promouvoir un produit, si le produit n'est pas sain pour la santé, c'est un risque. Si c'est une arnaque, c'est encore plus dangereux. Et après, ils ont un pouvoir d'opinion sur les gens
pas que sur les produits, donc ça va au-delà, ça peut toucher à la politique. Et donc, on se rend compte de cette dimension-là. Et c'est hyper intéressant parce que nous, on est assez en avance de phase sur ce sujet parce que depuis 2020, au même moment où on a fait le pivot que je te décrivais, on a décidé de devenir une entreprise à mission. Donc, je ne sais pas si tu es familier des complètement, mais entreprises c'est à quelque mission. chose que tu dois faire rajouter dans tes statuts. Exactement. C'est toute une procédure. Enfin, c'est pas un truc que tu mets au crayon de papier Non. dans la marge pour dire, pour faire beau sur LinkedIn, quoi. Non, puis ça t'apporte démarche. aucun avantage fiscal, etc. C'est vraiment quelque chose que tu fais toi. Tu définis ta mission. Donc en plus de ton objectif, comme toutes les entreprises, qui est de faire de la rentabilité et de partager cette rentabilité avec les actionnaires, tu te donnes un objectif d'intérêt général. Le nôtre, c'est de lutter contre les limites des réseaux sociaux et de l'influence marketing. Donc tout ce qui est santé mentale, surconsommation, fake news, j'en passe, il y en a beaucoup. Beaucoup. Donc ça, c'est depuis 2020, on est devenu B Corp aussi l'année dernière. Donc c'est un label qui est un peu plus reconnu et internationalement, mais qui nous donne aussi des guidelines. Et moi, j'ai eu la chance de participer à ces tables rondes qui ont donné lieu à la loi en France. Comment il s'appelle ce député qui portait la loi ? Stéphane Vogetta. Ok. Voilà. Il y en a un deuxième, c'est Delaporte et Vogetta. Ok. Effectivement, c'était un projet transpartisan. Parce que c'était un mec de gauche et un mec de droite, je crois. Exactement. Ouais. Et c'était génial parce que ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est pas un sujet idéologique, hein, c'est un sujet de société, donc normalement tout le monde est censé tirer dans le même sens, quoi. Voilà. Donc ça a redonné ses lettres de noblesse à ce secteur qui était très critiqué parce que on parlait souvent des influenceurs à Dubaï, des arnaques, etc. Mais ça, c'est une minorité en fait des professionnels de ce secteur. Et donc du coup, ça a permis aussi aux gens de se rendre compte que c'était une économie très importante. Il y a 180 000 créateurs juste sur Instagram aujourd'hui en France. C'est fou. C'est fou. Et derrière, il y a des agents, il y a des agences, il y a des prestataires. Enfin, c'est toute une économie. C'est une jungle. Donc, en même temps, si tu mets pas de loi dans la jungle... Et c'est ça. Mais elle est jeune, donc il faut être aussi assez tolérant. Pour lui laisser son agilité, sa créativité et compagnie. Il ne faut pas tuer non plus. Voilà, donc une forme d'équilibre qui s'est instaurée. On s'est structuré aussi au niveau des acteurs du secteur. On a créé l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Okay. Donc, il y a un syndicat professionnel qui regroupe les agents, les agences, les créateurs, les technologies comme nous, et avec un objectif qui est de professionnaliser ce secteur, de partager les bonnes pratiques et aussi de défendre nos intérêts. Génial. C'est ça, quoi, un syndicat comme ça? C'est d'avoir une voix dans des négociations, dans des prises de décision politique ou quoi? C'est du lobbying, mais bon, c'est pas forcément dans son côté négatif. Hein, Non, en fait, ça sert à plusieurs choses. La première chose, c'est quand on a fait les tables rondes à Bercy, donc qui étaient initiées par Bercy pour donner lieu à ce projet de loi, c'était la première fois que tous les acteurs du marché se retrouvaient autour de la table. Et quand on est une jeune industrie, on se connaît un peu, on se fréquente, on se croise sur des événements, etc. Mais on se connaît pas bien et on n'a jamais vraiment pris le temps de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, où on va, ça va hyper vite en fait, on n'a pas le temps. Et là, c'était la première fois qu'on se posait, on a pris le temps aussi de comprendre qui faisait quoi sur la chaîne de valeur, et aussi de commencer à partager les bonnes pratiques et les points de vue, et en se disant, bah ouais, ça, on est d'accord, ça c'est pas bien, il faut pas que ça existe. Les projets qui sont pas transparents, par exemple, ou l'utilisation des enfants, l'image des enfants sur les vidéos, les collaborations, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Et finalement, derrière, on s'est structuré en organisation et on échange régulièrement. Par exemple, il y a un comité éthique au sein de l'UMIC qui permet de définir des guidelines, des chartes, et derrière, d'essayer d'engager tout le monde dans une direction on parle de responsabilité et plus éthique. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, effectivement, après, c'est de faire entendre notre voix auprès des pouvoirs publics qui travaillent sur ces sujets sans connaître forcément ces choses-là. C'est souvent leurs enfants qui utilisent les réseaux sociaux. Oui, sans connaître rien du tout. Ouais. Ils ont une vision assez négative des choses parce que forcément ce qu'ils voient c'est les scandales, c'est les excès, et donc c'est aussi leur faire comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, soulever des problématiques. Tu vois, il y a des problématiques aujourd'hui pour les créateurs qu'on défend aujourd'hui sur les sujets de propriété intellectuelle. Il y a ce qu'on appelle le clipping, c'est le vol des contenus. Donc toi tu fais ta vidéo qui fait 1h30, puis il y a plein de gens qui vont réutiliser des petits bouts sur TikTok, sur d'autres plateformes, et qui vont faire des vues. La bonne musique, le bon montage.
toi, tu as fait 2500 vues et toi, avec ta Voilà. vidéo, ils vont faire 1 million, 1 million, 1 million. Et les de vues, revenus quoi. qui vont avec. Ouais. Et donc, ils vont te voler du contenu. Donc, toi, ça, c'est des problématiques qu'on fait remonter pour aussi défendre les intérêts du secteur, pour qu'ils puissent se développer dans les bonnes conditions et que tout le monde s'y retrouve. Voilà, donc c'est à ça que ça sert principalement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai eu la chance de participer aussi à la création de l'EIMA, donc c'est la même chose mais au niveau européen, donc c'est une alliance, European Influencer Marketing Alliance, avec maintenant on est 7, au début on était juste 3, donc il y avait l'UMIC, mais aussi l'IMTB qui est au Royaume-Uni, et le BVIM qui est en Allemagne, tu vois, et on se dit, ils ont aussi des syndicats, et on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau européen en fait. C'est fou. Hein. Les lois, tu vois, elles sont en train de se prévoir au niveau européen. C'était une loi française, Oui. mais il y a une loi au niveau européen ou c'est en projet justement? Il n'y en a pas, mais il y a plusieurs lois européennes qui ont des DSA, des MA, tu as peut-être entendu parler, Digital Service Act, Digital Marketing Act, qui ont des impacts sur chaque pays, sur les lois de chaque pays, donc ils viennent parfois en contradiction. Et en fait, si tu n'es pas positionné au niveau européen, en fait, tu perds aussi une partie de l'impact de ce que tu as pu avoir au niveau local français, par exemple. Ok, c'est fou. Donc ça c'était la deuxième grande tendance que tu Ouais. avais. Donc on avait parlé au début de la convergence. Ouais. Après, donc du coup, là, tu parlais de cette partie un peu juridique, légale. En fait, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même dans le bon sens. Après, comme tu dis, c'est quand même tout ça, c'est jeune. Tu vois, ça qu'on voit pas beaucoup. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'information. On ne sait pas comment l'État, en fait, aussi est outillé pour faire appliquer cette loi. Contrôler Moi, et faire appliquer. Je ne connais pas beaucoup d'exemples de gens qui se sont fait épingler. On en a vu 2-3 aux infos, mais on ne sait pas si c'est vraiment appliqué de fou, quoi, tu vois. Et ben la loi, là, donc c'est la DGCCRF qui s'occupe de ça. Donc, Eux, normalement, c'est eux qui géraient les prix. Par exemple, quand, pour que les gens comprennent, par exemple, sur Vipi, tu avais ton short Nike qui était à 25 € au lieu de 50 C'est €. ça. La DGCCRF, en fait, allait vérifier qu'en effet, normalement, le short Nike était bien à 50 € et que c'était pas Exactement. un faux prix barré. Tout ce qui est fraude, ils contrôlent toutes ces choses-là. Et historiquement, c'est eux qui faisaient ça, mais ils n'avaient pas du tout de moyens. La loi, elle leur a donné des moyens de faire ça. Donc, il y a une task force qui s'est mise en place avec, je crois que c'est 15 personnes qui sont dédiées à ça. Peut-être que ça a évolué depuis. Et qui sont formées là-dessus. Exactement. Donc après, ils essaient de développer des outils pour faire ça, mais ça reste encore assez limité pour pouvoir l'appliquer. Il y a aussi un numéro qui s'appelle Service Conso, où tu peux appeler quand tu vois des arnaques ou quand tu vois des gens qui, par exemple, font des collaborations qui ne sont pas transparentes. Et donc ça, c'est un système qui fonctionne, mais qui est... Après, c'est mieux que rien, mais ça, que 15, ça paraît... à l'échelle de ce que tu dis, tu vois, par exemple, tu donnais le chiffre tout à l'heure, c'est quoi, 240 000 Oui. créateurs de contenu, et là tu parlais que d'Instagram. C'est 179 000, 180 000. 180 000 par exemple, rien que sur Instagram. Donc je te parle pas des youtubeurs, je te parle pas des tiktokers. 140 sur TikTok. Les Snapchat, on appelle quoi? Les Snapchatters, les snappers les Snapstars. Tu sais pas. Les Snapstars. Je sais pas, le cliché, je me tourne vers les jeunes pour leur demander. Mais bon, bref, tu vois, donc ça doit être vraiment, on est sur des centaines de milliers. Ouais. Et là, tu dis, il y a 12 personnes. Tu dis, c'est chaud, quoi. Tu vois. Après, avec une approche technologique, tu peux faire des choses, mais c'est pas encore suffisant. Et en fait, mais il y a déjà eu un début de prise de conscience de l'importance de ce sujet pour que, tu as raison, la première chose, c'est de pouvoir contrôler et sanctionner. Il y en a eu qui ont été sanctionnés. Ils ont eu une approche qui était plutôt name and shame. Donc ils ont affiché les gens, ces créateurs devaient mettre sur leurs réseaux sociaux, voilà. Il faut, moi je suis aussi soutien du name and pride, tu vois, aussi que en fait, on parle souvent des gens qui sont contrôlés et des contraventions qui vont pouvoir avoir lieu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont contrôlés et pour qui tout va très bien. Mais on n'en parle pas d'eux. Donc en fait, c'est bien aussi de mettre en avant des gens qui font les choses bien. Il y a des certificats qui sont développés, les certificats de l'influence responsable, pour que les créateurs puissent se certifier et montrer qu'ils font des formations pour essayer de savoir. La loi, elle est compliquée en fait. Enfin, c'est compliqué. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, tu as plein de lois différentes. Donc il faut être capable de bien appliquer ça quand tu fais une publicité sur l'alcool, quand tu fais une publicité sur les produits cosmétiques, etc. Tu as des choses que tu as le droit de dire, d'autres pas le droit. Tu as des mentions légales. Enfin, il faut être capable de bien le faire. Donc c'est un vrai métier. Et pour ça, il faut se former. Donc ça prend un peu de temps. Et il faut des moyens pour le faire. Donc il y a beaucoup de bénévolat, il y a des syndicats professionnels qui s'organisent. Et puis l'État aussi doit faire sa part. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place.
Bah écoute, et on les embrasse pour ça. Est-ce que du coup, tu as une, je sais pas, une troisième tendance que tu avais Ouais, il y en a tête, plusieurs, mais il y en a une dont on parle aussi, mais qui est la micro-influence. Ça, c'est mon sujet, donc ça m'intéresse. Exactement, donc j'étais sûr que tu aimerais bien ce sujet-là. Mais oui, en fait, tu sais, c'est un peu comme une pyramide, l'influence. Donc tout en haut, tu as les méga influenceurs, les stars, les célébrités, qui ont, on va dire, plus d'1 million de followers. Tu as les macro-influenceurs qui ont entre 500 000 et 1 million de followers. Et ensuite, tu as les micro-influenceurs. C'est quoi ça, entre 100 000 et 500 000? Ouais, on va dire ça. Ouais. Et ensuite, tu as les nano-influenceurs. Quelqu'un qui a 50 000 pour vous, c'est ça, c'est un nano. Non, ça dépend où tu mets Oui, la limite, quoi, tu vois. Mais en gros, les nanos, ça va commencer à quelques milliers de followers. Quelqu'un mine de rien, qui a 15-20 000 abonnés, bah, encore une fois, tu vois, tu as une marque de t-shirt, Ouais. ça te coûte 20 balles à lui envoyer, il le met dans une story, bon, bah, Exactement. si tu fais ça fois 100, bah, c'est pas un énorme investissement pour toi. Pour toi, ça t'aura coûté 2 000 euros. Et pour le coup, tu auras 100 personnes qui t'auront mis dans des stories dans leur communauté de 20-30 000 abonnés. C'est sympa quand même, tu vois. C'est sympa, tu peux même descendre sur des communautés plus petites, de niche, mais très engagées. Et c'est justement ça qui fonctionne bien sur la micro-influence, c'est l'engagement. Parce qu'en fait, les communautés sont plus petites, elles se sentent plus proches des influenceurs qu'elles suivent. Et elles sont beaucoup plus engagées. Donc ça veut dire qu'elles likent, elles commentent, elles partagent beaucoup plus. Et elles vont aussi agir plus suite à ce qui s'est passé. Donc souvent, sur cette pyramide, les marques qui sont les plus matures, elles vont utiliser les méga influenceurs pour faire de la notoriété. Elles vont prendre 1, 2, X égérie. Les macro-influenceurs pour faire de la réassurance et de la crédibilité. Et un peu d'activation. Et l'activation, elle va se faire beaucoup sur la micro, sur la nano-influence. Et en fait, ce qui se passe beaucoup là en ce moment, c'est le développement de cette nano-influence avec des plus petits influenceurs, facilités par des technologies comme les nôtres. Parce que, encore une fois, Toi, si tu en veux 100... tu mappes à partir de 5 000, toi. Nous, c'est à partir de 5 000. Ouais, voilà. On a même des demandes pour des influenceurs encore plus petits, tu vois, sur des niches, sur des sujets, encore une fois. Par exemple, l'architecture de luxe, tu vas avoir des créateurs qui ont des audiences de quelques milliers de followers et tu vois, ça va être en dessous. Mais ils sont hyper spécialisés là-dessus et c'est hyper intéressant. Et t'as des moyens élevés. Ouais, voilà. Et ce qu'ils développent aussi, c'est l'influence B2B. Mais nous, aujourd'hui, on ne couvre pas ça du tout et c'est plutôt ton domaine. Et ouais, mais alors moi, en plus, c'était une question parce que c'est vrai que moi, de base, quand après j'avais repris contact avec Call Square, Ouais. c'est parce que du coup, c'était pour voir en fait comment on pourrait bosser ensemble là-dessus. Et vous, parce qu'en fait, c'est une question en fait d'historique. C'est que historiquement, vous n'étiez pas du tout sur le B2B ou quoi. Parce que je me dis qu'en plus, vos clients, ils ont sûrement des demandes en plus là-dessus. Comment aujourd'hui vous les gérez ces choses-là? Alors nos clients... Aujourd'hui, c'est des clients B2C, donc ils n'ont pas ce type de demande. C'est une question de focus. Je pense qu'une des clés aussi tu vois, du succès de l'entrepreneuriat, c'est de se focus. On en parle souvent. Moi, je rêverais aussi d'aller me diversifier sur ces choses-là. Mais voilà, tu as des questions d'accès de données aussi. Tu le disais tout à l'heure, LinkedIn n'est pas très ouvert sur ces données-là. Donc, c'est un sujet. C'est pas prêt de changer, je pense. Donc voilà, donc tu vois, il y a plein de paramètres. Et puis la taille du marché qui est pas aussi avancée. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, de solutions à apporter à tous les acteurs dans le B2C pour pouvoir s'éclater encore pendant quelques temps. Si laissez-nous un petit peu avancer. Et puis, voilà. Parce que vous, en fait, je m'en rends pas compte, Call Square, aujourd'hui, en termes de taille. Parce que, donc, toi, tu es à Bordeaux, mais c'est quoi? Tu as toutes tes équipes ici ou non? J'ai l'impression que vous êtes un peu... Alors nous, on est, partout, en termes de taille, on est 70 personnes aujourd'hui. Donc on commence à être un peu gros, mais ça reste une petite équipe à taille humaine. On est tous en télétravail. Donc on est une société en télétravail. On se réunit une fois par mois physiquement. Mais tout le monde bosse de chez soi. Tout le monde en France ou c'est même... Non, bah du coup, on a des équipes partout. En Europe, on a des équipes en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Danemark. On a racheté une entreprise l'année dernière au Danemark. On a 17 ou 18 nationalités. Donc on a des profils vraiment très très variés. Incroyable. Et on a des clients dans 30 pays. Donc en fait, on a vraiment un footprint international. On est devenu le plus gros acteur en Europe aujourd'hui, de loin. Et donc du coup... on profite aussi de ce modèle qui est assez original, hein, mais de télétravail, full télétravail pour continuer à croître rapidement. Ça, c'est fou. Et, du coup, comment on manage parce qu'une équipe de 70 personnes, ça commence à être gros. D'ailleurs, moi, tous mes potes qui ont dépassé les 100 salariés, ils me disent souvent
que le step des 80, c'est le moment où il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, même en tant que CEO, avec le rôle du CEO, le rôle opérationnel, etc., souvent change à ce moment-là. Donc ça veut dire que toi, tu es en train de le vivre. J'y suis pas encore, mais... Pas loin, quoi. Mais c'est 80, mais Ouais. comme ça pourrait être 70 ou 90, quoi. Tu vois, ça dépend. Dans la littérature, ça tu dépend retrouves des un boîtes. seuil à 150. Je crois que c'était le constructeur de Tetra Pak. Il faisait des usines à 150 personnes. Après, Ok. il refaisait une autre usine. Parce qu'il disait 150, il y a trop de monde, tu peux plus connaître les gens, etc. Ouais. Mais c'est donc du coup toi alors, en plus toi tu as rajouté en plus une petite couche là-dessus, c'est que tu as mis le full remote. Ouais. Alors tu vas me dire ça se trouve si historiquement vous avez toujours fait ça, peut-être que vous savez très bien le faire. Mais alors comment on fait pour je sais pas pour entretenir une culture, entretenir une motivation, entretenir tout ça, enfin là, il nous reste peut-être 5-6 minutes et quelques. Et en plus, c'est vraiment le cas parce qu'il reste 5-6 minutes de batterie dans la caméra. Mais on pourra en parler pendant des heures. Mais là, si on peut donner quand même quelques inputs là-dessus. Hein. Ouais, écoute, c'est un truc qu'on a pas mal réussi, je trouve. Et peut-être qu'on avait un peu moins réussi, que j'avais moins réussi à l'époque de Brand and Celebrities. D'abord, on a beaucoup travaillé sur la culture, justement. Donc, d'ailleurs, tu peux télécharger sur notre site le Culture Book. Génial. On a un Culture Book Ça, qui est accessible à tout le monde. Parce que ça, il y a peu de boîtes qui le Ouais. partagent. Nous, tu sais, moi, j'avais cofondé avec Olivier une boîte qui s'appelle Kimono, Oui. où on se présente comme des Qui est culture génial, ouais. designers. Ouais. Et ça, la création du Culture Book, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, je dis mais que Olivier a énormément réfléchi, sur lequel il a énormément bossé avec les équipes. Et il y a peu de boîtes qui le partagent, donc c'est un super doc. Donc, En voir. fait, écoute, c'est aussi l'objectif. On l'utilise aussi beaucoup en recrutement et tous nos collaborateurs en ont une version papier. Super important parce que en fait, on a commencé au début en se disant bon bah pourquoi on fait ça, pourquoi on se lève le matin, tu vois. Et d'ailleurs. Les réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure des limites des réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'on a une vision positive des réseaux sociaux, une vision négative? Est-ce qu'il y a plus d'aspects positifs que négatifs? Bon, spoiler alerte, on a décidé qu'on était plutôt enthousiaste. Mais tu vois, dommage, on s'est dit aussi qu'il y avait des aspects négatifs et qu'est-ce qu'on veut faire? On voulait pas les mettre sous le tapis, donc on veut faire des choses. Et donc on a défini tout ce qu'on voulait faire, toute notre culture. On est allé jusqu'à... des guidelines, tu vois, c'est pas dogmatique, mais c'est des guidelines par métier, donc sur la partie produit, sur la partie RH, sur la partie financière. Par exemple, on veut être rentable, tu vois, on est rentable depuis 4 ans et on veut être rentable. Bravo Donc pour ça. tu vois, c'est une approche spécifique, donc ça impacte nos choix. Et le télétravail, le work from home, c'est une part intégrée de tout ça. Donc d'abord, bien travailler sur où tu vas et le why, quoi. C'est assez classique, mais comme tu dis, tout le monde le fait pas. Moi, j'avais pas fait sur ma Parce que première phase entrepreneuriale. Ça se fait pas en un week-end Et d'off-site, non. hein, c'est un truc qui se travaille Exactement. grave, ça, hein, quand même. Et nous, on l'a fait en plus pendant le Covid, donc en visio, on faisait des ateliers, mais on a impliqué tout le monde et on a abouti sur un truc qui était assez chouette et qui, moi, me correspondait vachement. Donc, les aspirations de la boîte et des salariés correspondaient beaucoup aux miennes et donc on s'est beaucoup retrouvés là-dessus. Et du coup, on a sorti ce truc-là. Donc ça, c'est un peu notre cap et si tu veux, notre grille de lecture de notre quotidien. Déjà, la première chose, c'est vraiment travailler sa culture et donc sa mission, quoi. et créer son son culture sens. book. Donc Exactement. en fait, c'est un peu comme une plateforme de marque, mais pour la culture, quoi. Exact. Donc c'est-à-dire que ça se fait pas en 2-3 mouvements avec un graphiste sur un coin de table. Ça se réfléchit vraiment. Donc ça, c'est le premier point du playbook, quoi. Ouais, c'est ça. Le deuxième point, c'est qu'après... donc ça, c'est ce que j'appellerais l'amour du maillot, tu vois. On sait pourquoi on se lève et ce qu'on fait. Après, on a des règles de vie communes qui sont assez claires. Tu vois, on a beaucoup de rituels, dans la semaine. Ouais, exactement. Donc ça, c'est super important. C'est marrant parce que Olivier le présenterait comme toi. Là, c'est vrai. J'aime bien, tu reprends tous les mots qu'il y a. Si t'as le troisième. Après, c'est les objectifs en commun, tu vois. Et on communique, les les OKR. Donc ça, on communique énormément. Mais c'est pas, tu vois, les OKR, on les fait nous au quadrimestre, parce que par trimestre c'était
un peu trop fréquent. Tu sais, c'est mon pote, peut-être que tu dois connaître, qui s'appelle William, William Ovette, qui a monté Asphalt. Ouais. Peut-être qu'il utilise Call Square. Pas que je sache. Il faut que je te le présente alors. Et bah pareil, il m'avait donné ce conseil, il m'a dit j'ai arrêté les dockers au trimestre. Je l'ai fait, il appelle ça des périodes. Ouais. Et du coup, c'est 3 périodes Ok. de 4 Ouais, mois. c'est ça. Et du coup, je suis en train de me l'appliquer parce que c'est vrai qu'en fait, 3 mois, ça passe trop vite. Et en fait, tu as un exercice, la mise à jour de tes OKR et la création de tes nouveaux OKR, ça te prend du temps. Donc, en fait, tu gagnes une fois. Ça te bouffe 2 semaines au début, 2 semaines à la fin. Exactement. Et donc, du coup, tu as une vraie période qui dure que 2 mois, quoi. Mm. Et donc, c'est pour ça que maintenant, moi, pareil, je vais faire 4 mois. Nous, en tout cas, ça marche. Et donc ça c'est une vision plus très court-termiste. Après, on a des objectifs qu'on partage aussi très fortement. Tu vois, fin 2026, on a un objectif. On a un BHAG aussi, qui est très fort, tu vois, un Big Hairy Ambitious Goal, et qui est extrêmement ambitieux, qui nous fait un peu peur, mais qu'on ressasse en permanence. Et ça, on communique aussi beaucoup là-dessus, en permanence. Tu vois, toutes les semaines, tous les mois, on répète ça. Ok, donc c'est ça. Donc là pour faire un résumé, donc il y a les rituels, les OKR, donc le suivi des objectifs, à la boîte, au département et personnel, et qui sont publics, tout le monde y a accès. Et du coup, pareil, tu vois, c'est ce que, encore une fois, pareil, Olivier faisait chez Kimono, c'est que tu vois, il y a le monthly meeting, il y a le meeting, le quarter meeting, il y a l'annual meeting, et en fait, à chaque fois, encore une fois, tout le monde est là, tout le monde a la vision des objectifs, de ce qui s'est bien passé, mal passé, c'est quoi la suite. Et en fait, ça veut dire que tu gardes toujours tout le monde dans le train, en fait. Exactement. Et à une échelle beaucoup plus court terme, chaque semaine, on a les stand-up, on a des updates business, des trucs comme ça. Donc, tu vois, ça permet chacun de se retrouver dans ce truc-là. Et après, d'être hyper libre avec son territoire de jeu ailleurs. Il y a un autre truc qu'on fait aussi qui est clé, c'est on fait hyper gaffe au choix, au recrutement des personnes. Parce que la culture, c'est avant tout les personnes. Et donc, on est hyper vigilant dans ce recrutement. Moi, je rencontre tous les candidats en fin de process. Et en plus, on travaille beaucoup avec une coach depuis 6 ans maintenant, qui nous aide énormément avec une approche assez systémique à travailler, à aider chaque personne à se développer et à atteindre son potentiel, mais aussi le groupe ensemble à atteindre son potentiel. Et ça, c'est un truc qui nous a vraiment beaucoup aidé et que je conseille à tout le monde. Ok, hyper intéressant. Mais en fait, on pourrait parler pendant des heures là-dessus, mais un comme sujet j'ai pas envie qu'on particulier. se fasse cuter en bien, et que de toute façon, dans tous les cas, tu es dans l'influence, tu es à Bordeaux, tu vas rentrer au Poney Club, etc. Je pense qu'il y aura plein d'autres contenus, je pense qu'on pourra réaborder sur tout ça. Tu vois, moi, je pensais faire... Il y a un contenu que j'aimerais bien faire, c'est des contenus où on serait genre 4, et en fait, on papote sur un sujet. Tu vois, par exemple, parler comment on entretient une culture quand on passe de 50 à 100 salariés, et tu prends 3 entrepreneurs qui ont vécu ça. Moi, je me mets un peu en arbitre pour faire ça. Et toi, c'est un autre type de contenu que j'aimerais faire à partir de la rentrée. Je pense que c'est hyper intéressant parce que tu peux avoir des avis complètement divergents. Et donc, du coup... Non, mais ça peut être très cool. Il faut que je vois comment... Est-ce que c'est vraiment podcastisable, YouTubeisable, enfin, tu vois, par rapport au format, il faut pas se couper la parole, etc. Enfin, c'est peut-être un autre exercice, mais voilà. Donc, je pense que tu pourras être... largement réinvité dans ce type de truc. On pourra faire des trucs hyper sympas. Je vais du coup faire les mentions légales. Vas-y. Déjà, où est-ce qu'on te suit ? Sur LinkedIn principalement. Ok. Et j'ai un blog aussi. Ok. Voilà. Pareil, c'est quoi le blog ? quentinbordage.com. C'est facile. Et du coup, vous allez sur callsquare, c'est .com, je suppose. Ouais, exactement. Ok. Et si vous êtes une boîte et que vous vous intéressez à l'influence, on peut te suivre sur LinkedIn. Si vous nous écoutez sur YouTube, évidemment, vous vous abonnez, vous mettez un like, un commentaire. C'est hyper important pour le référencement. Si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles. Pareil, ça mange pas de pain, c'est hyper sympa. On va remercier Sacha qui nous a aidé à la régie. On va remercier le studio Cosmos à Bordeaux. C'est la fin de journée, on est vendredi, je suis cuit. On va remercier tout le monde, remercier toutes et tous qui nous écoutaient de plus en plus nombreuses. Merci beaucoup à toutes et tous, je vous embrasse. Merci, Ciao. à bientôt.